En classe, certains, ceux qui ne participent pas, c'est-à-dire les 2 tiers de la classe, s'éteignent. Ou un tiers s'éteint et l'autre papillonne. Voilà. Quand ils sont en extérieur, ils sont forcément actifs. C'est pas moi qui dispense la parole, ils ont quelque chose à faire. Donc, ils sont actifs, ils sont en groupe, ils sont responsables par rapport au groupe. Et donc, ils sont forcément plus attentifs parce qu'ils sont occupés. Et ça aussi, ça change tout. Et moi, je circule, je vérifie, je mets le cadre, je vérifie. Mais peut-être qu'il y a 2 élèves qui vont faire n'importe quoi, les idiots, mais les autres, ils sont actifs. Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxylve et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, c'est avec joie que je vous présente Émilie Schnerb. Bonjour Émilie. Bonjour Katia. Je te remercie d'être là. Et je te remercie de m'inviter. Comment vas-tu ? Eh bien, par ce beau soleil et cette matinée lumineuse, ça va très bien. Merci. On est installés, on peut le dire, dans ton jardin, au milieu des arbres et de la forêt. Il fait effectivement un temps magnifique. Oui. Quoi demander de plus ? Exactement. Pour te présenter en quelques mots, donc tu vis à La Benne sur la côte landaise, enseignante de français et de latin, ainsi que de yoga et de méditation. Tu mets un point d'honneur à apprendre à tes élèves et aux autres à prendre soin de leur écologie personnelle. Alors pour cela, tu as créé le Souffle Océanique, un espace dédié à la transmission de tes connaissances, de tes apprentissages et des techniques psychocorporelles auxquelles tu es formé. Parce que tu souhaites, je cite, qu'un nouveau souffle se dessine sur notre civilisation, plus proche de la nature et du vivant, et tu nous dis, redevenons des êtres humains respectueux de nous-mêmes, éclairés sur nos besoins essentiels, retrouvons la boussole de nos cœurs et laissons chanter nos âmes. Waouh, tout un programme. Oui, je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Et pourtant, je l'ai trouvé sur ta chaîne YouTube, donc dans ta présentation. Mais tu te rappelles pas l'avoir écrit ? Non, c'est... je pense que voilà, c'était il y a un petit moment et donc j'ai oublié. Non, mais ça résonne toujours, donc ça va. Est-ce que tu te rappelles pourquoi est-ce que tu avais écrit ça ? Essayer de rassembler un petit peu mes idées sur ce que je souhaitais transmettre à travers l'association que j'ai créée. Et puis, voilà, c'est venu comme ça. J'ai essayé de laisser les mots sortir naturellement. Peut-être pour commencer, on reviendra donc à ton association et à ce Souffle Océanique, Oui. puisque c'est le nom de ton association. Oui. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous raconter peut-être ton parcours, et puis on reviendra plus précisément à ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es ? Oui, c'est difficile de s'identifier, de savoir qui on est. Je crois que c'est ma quête en fait. Et la quête aussi à travers le yoga. Au contraire, de ne pas justement s'identifier à ce que l'on est, mais pour retrouver le sens profond de ce regard, de cette vision. Donc c'est ça que j'aimerais essayer de partager, cette vision qui n'est pas figée dans différentes photos. Mais bon, c'est vrai que c'est important aussi pour les personnes de comprendre qui nous sommes, d'avoir des petits... comme des petites étiquettes, quelque chose qui nous qualifie, qui nous caractérise. Donc, je vais essayer de me définir.
Et oui, parce que qu'est-ce que tu dis aux gens que tu ne connais pas quand tu te présentes? Ah, c'est toujours très compliqué. Bon, je commence en général par, je suis, quand on me demande ce que je fais comme métier, je dis que je suis, enseignante, professeure de lettres à la base. Mais, après en fonction de la personne, je dis: «Mais je donne aussi des cours de yoga». Et sinon, voilà, ça dépend aussi. Je peux dire, je suis maman, ça m'occupe beaucoup. J'ai 2 filles. J'ai aussi, 2 belles-filles, qui sont maintenant grandes et qui vivent, dans leur propre maison, mais, qui reviennent aussi, régulièrement. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, je suis touche à tout. J'aime bien, créer dans toutes les formes, la peinture, l'encre, les bijoux, les minéraux. Travailler avec les minéraux, travailler avec les plantes, j'aime mon jardin, j'aime, y faire pousser des plantes aromatiques, j'aime l'art, la littérature, le théâtre, j'aime beaucoup le chant aussi et la cuisine. Enfin voilà, non, c'est beaucoup d'occupations. Après, est-ce que ça me définit? Je sais pas. C'est une grande question, je crois que c'est la plus difficile en Oui, fait c'est très dur. que l'on pose. Oui. Et comme je le dis aussi très souvent, on a tendance à se présenter par un et tu le dis toi-même, on te demande: «Qu'est-ce que tu fais?» C'est une des Oui. premières questions qu'on nous pose. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce Oui, qu'on aime? Mais qui on est? oui. Voilà, je suis, c'est tout. Je suis là. Alors tu as dit pêle-mêle, tu étais donc professeure de lettres, tu es aussi aujourd'hui enseignante, tu es aussi prof de yoga, tu fais plein de choses. Comment tu es venue à faire tout ça? Par quoi tu as commencé? J'ai commencé par dire: «Je ne veux pas être prof». Intéressant. Et donc pour cela, je ne vais pas en fac d'art plastique parce que ça me conduira uniquement à prof. Donc j'ai été en lettres parce que je me disais: «J'aurai plus d'opportunités». Et puis finalement, après avoir longuement hésité avec le théâtre, avec, l'art-thérapie, j'ai passé le CAPES de lettres. J'étais pas enchantée de le faire, mais je l'ai fait et puis je l'ai eu. Donc une fois que je l'avais, j'ai commencé à enseigner. Bon, mes parents me disaient: «Tu auras tout le loisir de faire tout ce que tu veux, autour». OK. Bon, c'était pas trop le cas, hein. Au début, ça prenait du temps d'enseigner, mais c'est vrai que j'ai été mutée, à Gabarret, un petit village, au fin fond des Landes et pour ma 1er poste et là-bas, je n'avais donc, il y avait pas grand-chose et j'ai découvert la calligraphie, la peinture chinoise, l'encre de Chine, le reiki, le yoga et donc le yoga, je le connaissais, mais c'est vrai que c'était une autre porte qui s'ouvrait. Et donc j'ai toujours, été en mouvement, en quête d'ouvrir des portes et de chercher peut-être à sortir déjà de l'enseignement, à trouver, peut-être une porte de sortie pour plus tard, une petite porte. Plus tard, j'ai aussi été formée à la kinésiologie, ce qui a aidé. Là, j'ai vraiment pensé à tout changer et finalement, ça a changé ma vie, mais pas sur le plan professionnel. C'est là après donc que j'ai pu, rencontrer, mon mari. On a eu, 2 filles, ça s'est enchaîné très, très vite et ça a pris beaucoup de place et donc la kinésiologie s'est un peu éclipsée. Je l'ai utilisée dans mon travail. Ça m'a beaucoup aidée, l'édukinésiologie pour les enfants, pour comprendre aussi, les enfants qui étaient atypiques. Moi, ça m'a permis de libérer des émotions, de sortir de certains schémas. Donc ça a été vraiment, un moment clé, je pense, pour changer vraiment des systèmes, et des croyances et basculer dans quelque chose de beaucoup plus choisi et moins subi. J'ai aussi, à ce moment-là, découvert, les massages sonores, les bols tibétains. Bon, les choses sont venues un peu comme ça et puis j'aime bien, je suis curieuse donc j'ai pris ce qui se présentait et voilà, quand il y a un fil, j'aime bien le tirer et voir qu'est-ce qu'il y a au bout. Mmh. Voilà, donc petit à petit, j'ai utilisé, tous ces petits outils que j'avais, dans mon travail, mais c'était pas suffisant. Alors, bon après j'ai pris aussi, un congé parental, ça c'était très, très bien. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié de me consacrer, voilà, à la transmission et à tout cet amour pour mes enfants. Ça a été, vraiment, c'était hyper important. Je l'imagine enfin si j'avais pas pu le faire, j'aurais eu l'impression qu'on me volait quelque chose et ça, c'était pas possible. Donc je pouvais pas transiger là-dessus et après quand j'ai repris le travail, je me suis dit: «Non, mais je vais pas, pouvoir, reprendre le travail comme ça, il me faut quelque chose d'autre» et là, j'ai vraiment mis le pied dans le yoga.
Ça s'est enchaîné aussi, j'ai retrouvé le professeur que j'avais eu par le passé, les horaires coïncidaient et puis, il y avait une formation aussi, à Bordeaux, c'était, l'école française, de yoga. Là, ça a été, une ouverture et pendant 4 ans, donc j'ai à la fois travaillé, je me suis formée, au yoga, voilà, jusqu'aux années, 2019, voilà. Alors, d'emblée, tu m'as dit quand même que tu ne voulais pas être enseignante Oui. et tu te retrouves à avoir un CAPES Oui. en lettres. Comment c'est possible? Bah, je sais pas, en plus, je me disais: «Mais je pourrais jamais, jamais, jamais être prof, je fais trop de fautes». Je pense que je suis, à l'époque, on nous mettait pas d'étiquette justement, mais je crois que j'ai une légère dysorthographie. C'était très compliqué pour moi la langue, donc je me disais: «Mais jamais je serai acceptée quand ils vont voir mes copies, ça va être rédhibitoire, je passerai jamais à l'oral». Et beh, c'est passé. Ça veut dire que tu souhaitais être enseignante, mais tu pensais ne pas pouvoir être capable de le devenir? Ou tu disais: «Non, surtout, je ne veux Non, pas être enseignante»? surtout je ne veux pas être enseignante. C'est bien comme ça qu'il faut le Oui, comprendre. oui, ouais. Je sais pas, je pense que j'avais plus l'âme d'une artiste, mais j'avais pas les armes et la confiance nécessaire dans, voilà, dans ma construction pour l'assumer. Donc je pense que, bah, tout ce que je fais, c'est, une forme de reconstruction pour assumer vraiment qui je suis, et sans crainte de la sécurité aussi et voilà, arriver à trouver cette conciliation. Tu me disais quand on a préparé un petit peu que tu étais aujourd'hui à temps partiel et que tu avais trouvé aussi cet Oui. équilibre entre l'enseignement et la pratique du yoga Oui. et de toutes tes autres activités et l'enseignement propre. Oui, je Mmh. pense que voilà, c'est souverain. Je voyais des professeurs en pré-retraite qui prenaient un temps partiel et ou qui étaient à mi-temps et c'est vrai qu'ils revivaient et je crois que voilà, on mesure pas à quel point, le métier de professeur et surtout quand on vieillit est exigeant, pour le système nerveux, pour, tout ce qu'on donne physiquement, dans cette présence et c'est bon, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Et on a besoin, je pense, de temps, de cet équilibre enfin, en tout cas, moi, j'en avais vraiment, vraiment besoin de pouvoir, avoir des temps de pause, sortir du bruit. Voilà, plus je vieillis, plus c'est difficile, le niveau des décibels dans les couloirs, c'est une exposition très, très forte à des énergies un peu chaotiques, en fait, hein, et il faut arriver à remettre de l'unité dans tout ça et ça demande, ça demande de puiser beaucoup, beaucoup en nous de ressources, donc j'ai vraiment besoin de me ressourcer essentiellement dans la nature et après je le transmets aussi, dans les cours de yoga et quand je donne des cours de yoga, ça n'a rien à voir. Il y a justement ce moment où je me laisse traverser et c'est ressourçant. Quel type de yoga tu proposes? Donc le yoga que je propose, c'est le yoga de l'énergie. C'est, un hatha yoga. C'est un hatha yoga qui est originaire finalement d'Occident, puisqu'il y a eu 3 fondateurs dans ce yoga, qui sont Kernez, Lucien Ferrer et Roger Clair, qui sont 3 fondateurs fin du 19e et 20e siècle. Et eux, ils ont été enfin, c'est eux qui ont déposé finalement la marque, le yoga de l'énergie, hein, c'est un dépôt de marque, ça c'est, le second. Et le 3e, ça a été celui qui a codifié ce yoga et qui l'a vraiment présenté aux occidentaux avec une pédagogie qui s'adapte à nos vies un petit peu, parce que déjà dès le milieu du XXe siècle, on avait déjà en Occident des vies un petit peu suractives, donc pour essayer de calmer. Et le tout premier, lui, c'est plus mystérieux, il a été inspiré par une lignée tibétaine. Donc il y a enfin indo-tibétaine, il y a, à travers ce yoga deux lignées, cette lignée occidentale beaucoup plus récente et une lignée beaucoup plus ancienne, qui remonte à ces yogis, tels que Marpa, Milarepa, qui sont des yogis tibétains, ou Naropa, qui, est un yogi indien et cela donc, ce serait une inspiration. Donc il y a une inspiration à la fois bouddhiste et tantrique dans ce yoga. Moi, j'y retrouve une certaine forme de rondeur qui m'a beaucoup plu, parce qu'à l'origine vient des arts martiaux, donc et les voies de l'interne, le kung-fu interne, le bindin ou aussi le tai chi, ou le Yichuan, la boxe de l'intention, et c'est très rond. Et en général, dans le yoga, moi, je n'aimais pas trop au départ parce qu'il y avait trop de verticalité, trop de rigidité, un côté presque un peu martial, militaire, et qui me parlait pas. Et quand j'ai découvert le yoga de l'énergie, j'ai retrouvé toutes ces subtilités
du taoïsme et des circulations d'énergie. Quels sont les bienfaits que tu observes? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans la vie? Donc sur le plan physique, déjà parce que depuis que j'ai une vingtaine d'années, j'ai beaucoup de douleurs qui sont des douleurs posturales en fait, et des difficultés dans les chaînes musculaires liées à peut-être une mauvaise posture à l'origine, une scoliose, etc. Donc déjà physiquement, ça me soulage énormément parce que j'en étais vraiment arrivée à des points où j'avais tellement de tension que même le matin, poser les pieds par terre, c'était extrêmement douloureux. Donc ça, j'ai plus. Déjà, voilà, sur le plan physique. Sur le plan émotionnel, ça m'a permis de libérer beaucoup, beaucoup quand on fait ces circulations d'énergie, quand on ressent réellement l'énergie qui circule dans les bras, dans le cœur. Il y a des décharges émotionnelles. J'ai pu avoir les larmes qui coulaient, et puis voilà, sans chercher d'où ça venait. Quelque part, c'est comme un nettoyage qui s'opérait. Et ça, pendant les premières années, ça a été très fréquent. Voilà, et donc cet équilibre. Et aussi, ça amène une observation de son intériorité, de ses réactions. Et ça permet de mettre un temps de latence entre justement ce qui se passe et la réaction. Donc dans cette respiration, dans cette observation, je pouvais être par le passé beaucoup plus agressive et réagir comme ça un peu de manière épidermique. Donc ça m'a permis de mettre un peu de distance par rapport à ça et d'observer. Tu ne fais pas que l'enseigner à l'extérieur du collège où tu travailles? Tu l'enseignes aussi en fait aux élèves que tu accompagnes? Oui. Parce que tu as réussi à faire des ponts et à intégrer la pratique du yoga, si j'ai bien compris. C'est chouette. Ouais. Oui, c'était pas évident au départ. En plus, voilà, comme je me sentais pas très légitime, comme j'avais un atelier un atelier théâtre, eh bien j'ai fait un atelier yoga et théâtre auprès des adolescents pour progressivement l'amener à travers les techniques du corps, du souffle. C'était quand même assez lié, mais c'était un peu déguisé. Et puis, quand j'ai terminé ma formation, une place dans les activités périscolaires de l'école à côté, donc dans l'ensemble scolaire Stella Maris où je travaille, s'est libérée. Et donc j'étais là et j'ai dit « Ah, c'est chouette !» Et on me l'a proposé. « Mais si ça t'intéresse, voilà. » Ah ok, et c'est comme ça qu'est né le Souffle Océanique parce que j'ai créé l'association pour pouvoir accueillir au sein de l'association d'abord ces enfants de l'école primaire. Et puis après, je l'ai ouvert à la benne, aux adultes. Mais d'abord, c'est venu pour les adolescents, les enfants. Et puis finalement, j'ai arrêté le théâtre parce que ça me demandait trop d'efforts. C'était un stress trop important de créer des spectacles. Enfin, ça me mettait toujours en stress, même si c'est magique. Mais je supportais plus ce stress, donc j'ai basculé sur cet atelier yoga. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément que tes élèves en fait qui participent à ces cours-là? Non, c'est un atelier pour les volontaires. Et d'ailleurs, je retrouve un peu le même public. Quand j'avais les élèves du théâtre, c'est un peu le même public aussi pour les élèves qui vont au yoga. Peut-être des enfants qui ne trouvent pas leur place forcément dans le système scolaire tel qu'il est proposé et qui ont peut-être besoin d'autres fenêtres. Et sinon, je propose quand même à mes classes aussi, mais d'une manière différente. J'ai assez longtemps réfléchi sur comment le proposer. Déjà, ça passe par une forme de ritualisation, un petit rituel en début de cours où on se pose, où on respire. C'est une première approche de la méditation, mais sans le dire. Et puis, on fait des mouvements. Donc, on revient à son corps. Et c'est aussi, après, un outil de cette respiration, cette conscience intérieure du corps, de vraiment voir son corps de l'intérieur, de le percevoir. On dit un peu, le mot qu'on utilise dans le yoga de l'énergie, c'est sensationner. Vraiment, c'est être à l'écoute de ces sensations. Donc, ça permet déjà une meilleure attention, une meilleure qualité d'attention, une meilleure réceptivité pour les apprentissages. Et puis je vais l'utiliser dans l'oral, beaucoup. Ça, c'est vraiment... Le théâtre m'aidait, mais je crois que le yoga, ça a ouvert quelque chose d'encore plus grand, dans la justesse de ce positionnement, de cette écoute de soi et de son corps. Alors, c'est-à-dire à l'oral? Parce que dans l'enseignement du français, on a plusieurs compétences à faire passer. Donc, il y a la compétence de l'écriture, la compétence de l'oral, la compétence de la langue. Dans toutes sortes de compétences comme ça à faire passer. Donc, l'oral est devenu, ça c'est vraiment chouette, une priorité dans les programmes.
autrefois, on était beaucoup sur l'écrit et c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé, bon, ça l'était déjà au début, mais ça l'est devenu de plus en plus, voilà. Et la lecture aussi. Maintenant, les 2 gros enjeux, ce serait l'oral et la lecture. Donc l'apprentissage de l'oral qui passe justement, il faut des outils pour pouvoir parler en public et l'élocution, la conscience de justement de sa respiration, bien placer sa respiration, bien placer sa voix, c'est lié. C'est un objectif que toi, tu t'es donné ou c'est de manière générale l'éducation nationale C'est qui axe sur la prise de parole en public, l'oralité, Oui, etc.? Oui. c'est l'éducation nationale. Mmh. Elle insiste essentiellement, enfin, non, c'est réparti, hein, mais c'est vrai que l'oral est devenu une priorité parce qu'on avait donné beaucoup de place à l'écrit. Et suite, finalement, au confinement, Covid, etc., on a, l'éducation nationale a donné la priorité à la lecture parce qu'ils se sont rendus compte, et à l'affluence, parce qu'ils se sont rendus compte que là, il y avait vraiment un problème. Je me suis souvent fait la réflexion, quand on est adulte, qu'on doit prendre la parole, même ne serait-ce que pour un entretien d'embauche ou prendre la parole dans un groupe, une réunion, Mmh. n'importe. Mais finalement, on nous apprend pas forcément à prendre la parole. Voilà, on peut avoir peur, le stress, peur du regard de l'autre, peur de pas savoir comment s'exprimer, être complètement bloqué, inhibé. Oui, Donc c'est intéressant que vous oui, puissiez travailler dessus dès le collège et oui. d'apprendre aussi les techniques Et ils travaillent dès l'école primaire. aussi. Oui, Mmh. oui. Et après les techniques, bon, bah, c'est en fonction de chacun aussi et de sa formation et de son intérêt pour cette compétence. Mais bon, et il y a des enfants qui auront toujours du mal aussi et qu'on n'arrivera pas, à débrider et qui resteront très très bloqués dans un mutisme. Il y en a pour qui ça reste très compliqué malgré tout, mais une petite exposition comme ça, régulière, ça permet peut-être au bout du compte, au bout de la scolarité de se familiariser avec cet exercice qui est difficile, hein, de toute façon pour tout le monde. Tu parlais de la lecture. Tu m'as expliqué que pour la 2e année consécutive, tu accompagnais un de tes élèves au concours de lecture à voix haute qui donc est organisé par la Grande Librairie, c'est bien ça? Oui. Tu nous racontes? Eh bien, justement après le Covid, ces instructions officielles qui disaient, «Oui, il faut, travailler davantage l'affluence». OK, on va travailler l'affluence, mais on va pas les faire lire, le plus vite possible comme ça, sans, enfin, juste pour le plaisir de les faire lire et de voir qu'ils arrivent à aligner les syllabes les unes après les autres, avec fluidité. Et s'est présenté ce concours, diffusé par la Grande Librairie, présenté par, François Bunel. Et donc on a, avec ma collègue en 6e, on s'est dit, bah, on nous a présenté, une autre collègue nous a présenté ce concours et on s'est dit: «Bah oui, on va le faire, c'est génial, ça donne du sens au moins». Ça va les stimuler, ça tombait, vraiment à point nommé. Voilà, donc c'est venu comme ça. Je crois que ça fait 5 ans maintenant et par les 2 fois, on a réussi à passer le 1er tour. Un élève a réussi à atteindre le 2e tour, mais il n'a pas réussi à atteindre la finale. Il faut savoir quand même qu'il y a 120 000 à 150 000 candidats. Pour passer le 1er tour, donc il n'en garde plus que 120 à peu près, et le Oui. 2e tour, ils sont 9. Voilà, donc c'était au départ, quand je me suis inscrite, on le fait, voilà, pour, pour, parce que ça donne du sens, mais sans y croire. Puis quand j'ai eu un premier élève qui a passé le 1er tour, j'ai commencé à me prendre au jeu, un second, et voilà, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui arrive en finale l'année dernière et qui gagne même. Elle a gagné la finale de sa catégorie et puis après la finale toute catégorie avec, c'était Joanne Samalins, qui a gagné la finale toute catégorie, lycée, collège, confondus. Et c'était vraiment une aventure, mais tellement magique, avec la classe derrière, avec au retour, la diffusion est pas en direct, donc on tourne, dans les conditions du direct, mais c'est diffusé, 3 semaines plus tard, donc elle a dû garder le secret, pas dire qu'elle avait gagné. Ah Et oui. on a fait une diffusion collective avec tous les élèves volontaires de 6e, toute sa classe. C'était magique. Enfin, c'est aussi des moments, ouais, de grâce, vraiment. Et là, cette année, on y retourne. C'est vrai que je me suis dit: «Bah, si on l'a fait une fois, on peut le faire 2 fois». Et et le fait d'y croire, je pense que c'est extraordinaire de donner, ce modèle aux enfants, à une classe, que, c'est possible, en fait, de réussir, et d'arriver à cet état de perfectionnement, d'excellence, avec du travail et de l'envie. Alors comment tu les fais travailler? Donc on les fait travailler en petits groupes, à l'oral. Moi, j'aime beaucoup aller dehors pour les faire travailler.
Donc voilà, je trouve qu'à l'énergie à l'extérieur, on a la chance d'avoir un lieu mais superbe, dans une pinède extraordinaire, bicentenaire, créée par le père Sestac et voilà, à une époque où c'était ça se faisait pas, de planter, des pins et c'est un lieu mais tellement magique avec une histoire merveilleuse. Donc être dehors, déjà pour travailler, c'est une source d'inspiration, vraiment. Et la nature nous inspire. Donc on est dehors souvent quand le temps le permet. On travaille en petits groupes. Moi, je passe entre les groupes. Ils ont une feuille avec des contraintes, l'articulation, enfin il y a plusieurs, compétences à maîtriser. Ils s'auto-évaluent et puis, à l'issue donc de ce travail en petits groupes, ils vont élire le candidat qui va se présenter et qui va représenter la classe. Et après, là, ils l'aident aussi dans le choix des textes. Ils donnent un avis et j'étais, mais bluffée par la pertinence de certains avis sur les textes. Ah oui, celui-là, il est peut-être un peu trop pessimiste, alors que celui-là, il est beaucoup plus joyeux. Alors, des interprétations pour des 6e de textes ça permet de tout travailler, en fait, finalement. À travers un projet, un concours, on arrive à travailler la compréhension de texte, l'oral, c'est la parole, l'argumentation, ça devient concret, voilà. C'est comme ça que j'aime bien travailler. Avec quel texte est-ce qu'elle a gagné l'année dernière? Ce qui se passe, c'est qu'ils choisissent donc 2 textes, on les filme pour les deux étapes préalables à la finale. Donc là, elle avait choisi un tout premier texte, c'était Vendredi ou la vie sauvage. Le second, c'était Jonathan Livingston, Le Goéland, de Richard Bach. Et donc, arrivé au concours, à la télé, là, l'enregistrement, ils lui ont imposé un texte, mais qui lui ressemblait. Et là, c'était quand j'ai vu le texte, je me suis dit: «C'est formidable, c'est magique». C'était Christian Bobin, L'Homme Joie. Je me suis dit: «Ça, c'est un signe». C'est c'est un signe, on peut pas. J'étais en train de relire aussi justement, La Petite robe de fête et je me suis dit: «C'est pas possible, c'est un signe». Et après donc elle a pu gagner dans sa catégorie et ensuite elle a présenté Jonathan Livingston, Un passage sur la liberté, sur ce goéland qui veut pas voler simplement pour manger, mais qui veut voler pour le plaisir de voler, pour la joie que ça procure, pour dépasser les limites. Et donc je crois que le texte a beaucoup parlé. Et là, c'est elle qui l'avait choisi et ça lui tenait vraiment à cœur. Ça a aidé beaucoup. Les gens ont reconnu quelque chose et ont besoin de ce message de liberté aussi. Et porté par un tout petit bout comme ça, avec une telle maturité, je crois que ça les a fait fondre. On peut l'entendre? Alors oui, on peut l'entendre sur effectivement le France 5, la grande librairie. Lumni peut-être aussi, et ils ont aussi une page Insta, peut-être Facebook aussi. Donc oui, sur les réseaux, on peut retrouver tout ça. Et on doit même pouvoir retrouver la diffusion de l'année dernière. Quand est-ce qu'elle a lieu là? C'est la finale auquel vous accédez là? Oui, Ouais. on part en finale là, le 26 mai, du 26 au 28, donc ce sera tourné le 27. Et ce sera certainement diffusé donc mi-juin, mais ils nous ont pas donné de date encore. Ils les donnent après, un mercredi. Voilà, c'est le soir de la grande librairie sur France 5. Comment est-ce qu'ils accueillent tes élèves ou tous les autres collégiens que tu accompagnes, les exercices que tu proposes autour du yoga, de la méditation? Alors, ça dépend si c'est en classe ou si c'est le groupe de volontaires qui vient à l'atelier yoga. Donc eux sont volontaires et ils l'accueillent vraiment avec beaucoup de joie et ça leur fait beaucoup de bien. Après, en classe, ça peut être beaucoup de regards amusés, ça les étonne, ça les déstabilise. Je crois que ça les déstabilise, mais ça les rebute pas. Certains restent observateurs, d'autres participent. La plupart participent, hein, et le font. Certains, observent un peu, regardent les autres du coin de l'œil et je vois bien que mais qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, ça les bouscule un peu dans leur pratique. Mais par contre, dès que je ne le fais pas parce que il y a des choses à faire prioritaires et j'oublie ce rituel. Mais madame, on ne fait pas les étirements, mais madame, on ne fait pas la respiration. Donc je crois que c'est important quand même pour eux. J'ai aussi une maman qui m'a dit, mon fils il comprend pas, mais moi, ça a été, la respiration, c'est ce qui m'a aidée pendant mon cancer et sans ça, j'aurais pas pu et c'est super de faire ça. Donc
voilà, j'ai pas de retour négatif, j'ai pas beaucoup de retours positifs non plus, mais quand j'en ai, c'est fort. Et tes collègues enseignants, ils reçoivent ça comment? Alors, quand j'ai débuté là, il y a plus de 15 ans maintenant, j'étais un peu, c'était moquerie gentille. On me disait: «Ah, madame Schneider m'a fait des câlins aux arbres». Et c'était le chef d'établissement qui disait ça. Mais c'était drôle et c'était avec bienveillance. Et maintenant, je pense que c'est beaucoup plus accepté. Le fait aussi d'intégrer la nature, ça a été encouragé par les inspecteurs, en tout cas de lettres, les IPR de lettres, parce que je sais il y a des établissements qui l'interdisent encore et qui ne veulent pas que les professeurs aillent dehors. Alors que, à partir du moment justement, pour moi, ça a été un peu salvateur ce confinement, parce qu'à partir du moment où on nous a dit mais oui, allez dehors, c'est bon. Moi, il fallait pas me le dire 2 fois. Donc là, ça a été vraiment la porte ouverte, les murs de la classe qui tombaient et ça a été vraiment quelque chose qui a transformé ma pratique. Et on est assis en cercle et on peut bouger et on subit pas aussi toute cette agitation permanente dans la classe parce que les enfants, ils sont pressurisés, ils doivent rester assis derrière leur chaise et voilà, il y a pas tout ça et ça ouvre, on respire, voilà et le yoga, c'était les collègues, comment ils perçoivent. Donc maintenant, je pense que, je sais pas, j'ai pas trop de retours, en fait, mais je pense que c'est que ça. Quand on a des retours, en général, ils sont négatifs dans l'enseignement, donc c'est rare quand on a des retours positifs de toute façon. Ça veut dire que tu as quand même une certaine liberté qui t'est donnée sur comment tu enseignes le Oui. français et le latin, parce que tu es aussi Oui. enseignante de latin, Oui. chose rare aujourd'hui. Oui et puis aussi, il faut motiver les élèves, donc c'est pas évident et puis ils ont tellement de choix d'options aujourd'hui que, voilà, c'est difficile quand on choisit le latin, faut le faire quand même. C'est amusant, il y a des cas de figure là cette année, d'un enfant qui voulait absolument faire latin, ses parents ne voulaient pas, il arrive en cours d'année, il dit: «Mais je veux faire latin» et c'est: «Mais non, c'est trop dur, tu vas perdre, tu arriveras pas à tout gérer», donc les parents et lui, il a fait le forcing auprès de ses parents pour faire latin, enfin c'est génial. Avant, c'était l'inverse. Moi, j'ai jamais voulu faire latin au collège. Ma mère a voulu faire, elle a pas fait le forcing, mais elle aurait bien aimé et moi je ne voulais pas à l'époque et là, je trouve incroyable que maintenant, les élèves fassent le forcing pour faire latin. Enfin, c'est pas tous les élèves, mais c'est chouette. Les élèves qu'on a, ils sont très motivés. Et comment tu t'es retrouvée à enseigner du latin? Parce que normalement, en lettres modernes, on n'est pas censé le faire parce que c'est les lettres classiques, normalement, qui enseignent le latin. Sauf que, il y a de moins en moins de lettres classiques et puis, voilà, il fallait bien que quelqu'un le fasse donc on me l'a proposé dès le début. Donc voilà, depuis que je suis arrivée, dans ce collège, j'enseigne le latin avec une collègue, on est 2 et puis, au début, c'était difficile et puis je me suis dit: «Mais comment» alors là aussi, c'est vrai que, moi, n'en ayant pas fait au collège, j'avais pas de représentation. Donc quelque part, ça a ouvert un peu aussi des espaces pédagogiques pour faire vraiment ce que je voulais et puis bon, piocher un petit peu à droite à gauche dans les ce que je voyais sur certains manuels mais des choses ludiques, pour plaire, voilà, que les enfants s'y retrouvent aussi et trouvent du sens dans ça. Qu'est-ce que ça apporte selon toi aujourd'hui d'apprendre le latin? La petite Joanne justement que j'ai en latin cette année qui était, à la grande librairie dit, «On est un peu comme des archéologues de la langue» et je trouve que son image elle est géniale parce que et oui, c'est revenir à l'origine et c'est important de revenir, à l'origine des mots pour comprendre ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont devenus et puis, c'est un peu le reflet de nous-mêmes et de notre manière de penser le monde. Savoir, voilà, que, si j'ai du courage, j'ai du cœur. En latin, c'est corps, ça vient du cœur. Ça enfin, ça aide à réfléchir vraiment sur le sens des mots et de la vie aussi, pourquoi on les emploie et pourquoi on les employait. On a perdu ça, donc on redevient, voilà, un chercheur de vérité, on retourne à la source. Et j'ai découvert, aussi avec le yoga le sanskrit qui est un parent éloigné du latin et de ces langues indo-européennes
Et c'est magnifique. Et au-delà de ça, le sanskrit, il y a cette idée que ça vient, ce sont des mots qui résonnent, qui viennent faire résonner nos glandes à l'intérieur du cerveau et qui vont réveiller des états modifiés de conscience à travers justement les chants de mantras. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu. Mais quand on le retrouve, même, bon, alors on n'est pas dans la justesse de la prononciation qui justement nous permet d'accéder à ces états, mais malgré tout, bon, on met notre cœur et il se passe quelque chose malgré tout dans cette résonance, cette vibration originelle, comme si à l'origine le mot n'était pas détaché de son pouvoir. Ouais, c'est le pouvoir du mot, abracadabra, je dis et ça se fait, quoi. Donc, plus on remonte, plus on est proche de ce pouvoir-là. Tu enseignes le latin dès les classes de 6e ? Non, Non, à partir de 4e. alors ça commence en 5e. Voilà. Moi j'ai des 5e. Ok, ouais. Tu parles couramment donc ? Non, on parle pas le latin, on le traduit. Ah. Et puis moi j'ai vraiment un petit niveau, donc c'est en toute modestie, je fais le job, mais je pense qu'il y a des chercheurs qui sont capables de parler, même si c'est une langue morte et qu'on ne la parle pas. Il y avait un professeur à l'université de Pau qui avait créé une méthode Fievé pour le parler. Je trouve ça génial. Je l'ai pas eu, mais j'en ai entendu parler. Ça devait être extraordinaire. Il avait même inventé tout un répertoire de mots pour pouvoir parler encore aujourd'hui le latin. Mais c'est une langue morte qui se traduit, qui s'étudie. Moi, je l'ai appris, je crois, en 4e et 3e. Et j'avoue que j'ai des souvenirs très, très lointains, à part Rosa, Rosam, Rosae, enfin, toutes les déclinaisons. Mais ouais. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est... Bon, alors c'est une gymnastique, ça aussi, les élèves apprécient certains ce côté gymnastique du cérébral, mais je pense que c'est pas le plus accessible pour un enfant, le sens profond des mots, après la civilisation, les textes des anciens aussi, redécouvrir les Grecs et les Latins, bon, ça a plus de sens pour eux. Les versions, c'est peut-être... c'est ludique, hein, mais il faut que ça reste simple. Je veux pas que ce soit une source de stress d'apprendre les déclinaisons ou les verbes. C'est pas ça... on ne doit pas garder ça du latin, quoi. Moi, j'essaye toujours de faire en sorte de lever les obstacles dans l'apprentissage, ces obstacles psychologiques qui pourraient nous empêcher d'accéder à ce qui est beau dans la connaissance et tant pis si c'est pas comme ça qu'on est censé faire. J'avais mal compris ou j'avais bien compris ? Tu m'avais parlé de Radio Mytho ? Oui, Radio Mytho, c'est un petit des petites capsules audio qu'on crée avec les élèves et à l'issue de plusieurs séances, ils choisissent ce qu'ils ont envie de transmettre à travers une capsule audio, ils s'enregistrent. Et après, ça me permet aussi de présenter l'option aux élèves de l'année suivante et de leur dire, voilà, c'est ça le latin, c'est ça la vision des élèves en latin. Et eux, ça leur plaît de pouvoir transmettre à travers cette mini radio, leur connaissance. C'est différent. Voilà, c'est une restitution différente. C'est une façon pour moi d'évaluer qui est différente aussi et qui évite cet état de stress, je pense. Donc c'était bien Radio Mytho. Radio Mytho, ouais. Alors Mytho, tu Mytho l'écris... comme le mythe, mythos, histoire fausse, et comme mythomane, petit jeu de mots. Mais ça, c'est pas de moi, c'est du cahier, justement, du cahier qu'on utilise. C'est une proposition du cahier. Voilà. Alors, c'est-à-dire... On utilise un manuel, un manuel cahier d'exercice. Ah oui, d'accord. Et c'est proposé par le cahier d'exercice. Tu t'essayes aussi à l'exercice audio ? Oui, j'aime beaucoup. Je me suis formée un peu à l'audio et c'est quelque chose qui m'attire. Bon, surtout pour les méditations et pour les transmettre. Voilà, c'est une idée, quelque chose qui peut-être prendra le jour plus tard. C'est quoi ta raison d'être aujourd'hui ? Elle est dure, celle-là aussi. Mais je crois qu'il y a tout l'amour déjà, tout l'amour de ma famille, de me lever, d'être heureuse là où je suis, dans ce que j'ai construit et de me sentir à ma place. Et ça, c'est déjà la base, c'est ma sécurité intérieure, voilà. Et ensuite,
À partir de là, ce serait de pouvoir transmettre cette idée que on peut regarder les choses différemment, qu'on peut sortir d'un espace de souffrance, que c'est possible, que par des petits changements, des petits ajustements, des changements de regard, changer l'espace, la façon dont on regarde, aller dehors, ouvrir, respirer dans un corps qui est serré. Créer de l'espace nous permet de nous affranchir, de se libérer de la souffrance. Ouais, c'est possible et c'est accessible. Et donner du bien-être aux personnes, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important de transmettre un état de sérénité autour de nous, d'influencer sur les ambiances autour de nous par notre présence et que les gens, comme quand tu arrives dans un lieu où tu te sens bien, quand ils sont à ton contact, ils ressentent aussi cette chaleur, cette présence, cette paix qui peut aussi leur permettre de se déposer. J'essaye au quotidien avec mes enfants de favoriser ce terreau, d'y mettre tous les ingrédients pour qu'après eux, ils puissent devenir autonomes et qu'ils aient tout ce qu'il faut en eux pour ensuite être libres plus tard et pouvoir compter sur eux-mêmes. À une plus grande échelle au niveau des enfants que je croise en classe, même si c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont nombreux et que dans le groupe, les problématiques sont décuplées. Combien d'élèves tu as dans une classe ? Environ entre 26 et 28. On n'a pas des énormes classes, ça va, ça reste raisonnable. Mais ça fait beaucoup de monde, enfermé entre 4 murs. Oui, tu les sens plus attentifs et plus présents à toi quand vous êtes en extérieur, justement en dehors de la classe ? En classe, certains, ceux qui ne participent pas, c'est-à-dire les 2 tiers de la classe, s'éteignent. Ou un tiers s'éteint et l'autre tiers papillonne. Voilà. Quand ils sont en extérieur, ils sont forcément actifs. C'est pas moi qui dispense la parole, ils ont quelque chose à faire. Donc, ils sont actifs, ils sont en groupe, ils sont responsables par rapport au groupe. Et donc, ils sont forcément plus attentifs parce qu'ils sont occupés. Et ça aussi, ça change tout. Et moi, je circule, je vérifie, je mets le cadre, je vérifie qu'il n'y en ait pas qui... Mais peut-être qu'il y a 2 élèves qui vont faire n'importe quoi, les idiots, mais les autres, ils sont actifs. Est-ce que tu as des collègues à toi qui s'inspirent de ta manière de travailler ? Non, je pense pas. Et qui sortent du cadre de la classe pour aller expérimenter l'extérieur. Ça me rappelle, moi, alors moi je l'ai pas eu quand j'étais au lycée, mais c'était un professeur d'histoire qui faisait cours des fois avec ses élèves en extérieur. Quand il faisait beau, comme il fait beau aujourd'hui, il sortait, il s'installait dans la cour, il faisait cours à l'extérieur. Ouais, en fin d'année, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. En lettres, ma collègue aussi va pouvoir le faire pour travailler l'oral sur certains temps dédiés. Mais non, il y en a pas tant que ça. Ça me fait penser j'avais interviewé Vanessa de l'école des enfants sous les pins. Oui. Camille de l'école Oz qui sont j'ai écouté Camille de l'école Oz. Ils sont donc des directrices et cofondatrices donc d'écoles alternatives donc à Sobrig et Tarnos et qui sont donc un des fondements c'est la pédagogie par la nature. Mais on y viendra je pense. Mais il y a des peurs. C'est vrai que gérer un groupe en extérieur, ça peut être plus difficile si on n'a pas suffisamment bien délimité les contours de nos attentes, des objectifs. Mais si le cadre est là, ça fonctionne, quoi. Oui, je disais tout à l'heure, tu as quand même une certaine liberté. Oui, on est dans un collège vraiment, je pense que le fondateur, c'est quelqu'un qui était, donc le père Sestac, qui était un peu un visionnaire et à l'époque, il s'est intéressé aux jeunes filles qui vivaient dans les rues, qui se prostituaient. Il leur a trouvé un foyer, leur a donné un travail. Et je pense que ce fondateur de ce lieu, avec sa modernité, l'accueil de tous, a donné, alors là pour le coup le terreau fertile, avait été aussi visionnaire donc dans l'agriculture
et à donner un terreau fertile pour que ça se poursuive. Et je le dis aussi, je pense que si ça n'avait pas été Stella Maris, je ne sais pas si j'aurais poursuivi l'enseignement et trouvé mon équilibre. Parce que justement, je pense qu'on m'accorde cette liberté, je me sens pas du tout stigmatisée. Enfin, c'est normal, quoi. C'est accepté. On en parle ou pas? Tu m'avais expliqué aussi avoir participé à une formation entre enseignants avec une psychologue. Oui. Et tu en as retiré des enseignements au-delà même de la thématique que vous aviez travaillé ensemble? Oui, la thématique, c'était la bonne santé du groupe. Et donc, dans sa petite conférence, elle nous a expliqué comment se construisait l'enfant. Elle les rappelle par rapport à la psychologie de l'enfant et comment cette construction permet de se relier au groupe et, et, et de s'identifier d'abord et ensuite de se relier au groupe. Et pourquoi, pour certains, c'est de ce fait difficile. Et que ça génère des stress, etc. Et à l'issue de la formation, ça m'a permis de réfléchir sur cette identification, sur cette possibilité de se sentir libre, d'être qui on est, de faire ce que l'on pense juste au fond, donc de s'identifier, de se libérer, de changer son regard, d'oser s'affranchir de certaines pratiques, des pratiques peut-être de l'enseignement qu'on ne trouve plus à l'ordre du jour et qu'on a envie de dépoussiérer. Voilà. Ça a été une occasion de réflexion. Ouais, tu m'avais dit que tu avais réfléchi sur la nécessité de casser les codes, s'affranchir des règles. Ouais. C'est fort. Oui, c'est peut-être un peu trop fort en fait. Casser les codes. Moi, souvent je m'enthousiasme et les mots sont un peu forts. Après, après je reviens, je redescends un peu. Ce serait un peu court-circuité à sa façon. Ça me fait penser à une phrase j'ai pas la citation en tête, mais ça m'avait marqué à l'université. On nous avait cité Victor Hugo qui disait voilà, on peut pas changer, on ne peut changer le système que de l'intérieur. Voilà, c'est vrai que si je me dis des fois, si t'es là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. De toute façon, c'est pas tu voulais pas y aller, t'y y es, enfin tout y a poussé, t'as résisté, t'as cherché d'autres voies, tu t'es fatigué, Maintenant aujourd'hui, j'accepte. Et comment? Court-circuiter. Mon grand-père, il me racontait quand il était jeune et voilà, qu'il y avait les Allemands qui étaient là et ils coupaient des petits câbles. C'était pas grand-chose, mais ils coupaient les câbles de communication. Voilà, quel câble je peux couper, court-circuiter? Peut-être la vision de l'espace, sortir. C'est pas grand-chose, mais c'est pas une grande résistance, mais c'est un engagement au quotidien pour être au plus proche. Alors au départ, c'est vrai que c'était difficile et puis petit à petit, ça allait moins. Comme allaiter son enfant en public, ça peut paraître difficile, puis finalement, au bout d'un moment, on s'en fout, quoi. Et les gens, ils nous voient même pas quand on s'en fout. Donc j'aime bien, des fois, je me dis que j'ai ma cape d'invisibilité aussi. Ça me permet de faire des choses. Mais tu te rappelles de la toute première fois où tu as décidé de sortir d'être hors les murs, de sortir de ta salle de classe? Et là, tu t'es dit: «Allez, là, on y va, Oui. j'y vais». C'est parce qu'on écrivait des haïkus. Et là, il y avait tout son sens de sortir pour observer la nature et c'était un travail autour, voilà, de la perception des émotions. On sortait observer, on écrivait, ils avaient leur petit carnet et je crois que c'était une des premières fois. Et puis le théâtre aussi parce que on n'avait pas j'avais pas les murs, ça embêtait les collègues quand on faisait du théâtre, on faisait du bruit. Mais tout ça, ça a changé aussi parce que autrefois, il fallait surtout pas faire du bruit. Je pense que même on se disait, mais qu'est-ce que va penser de moi le prof d'à côté parce que je fais du bruit? Je crois c'est fini tout ça en fait. Maintenant, on en rigole, mais Émilie, t'as fait quoi là? C'était les basses. Ah oui, c'était les tambours, désolée. On écoutait un conte et les vibrations dans le mur se répercutaient. Bon, voilà, maintenant, je sais pas, je trouve que quand même, les choses ont évolué par rapport à il y a 15 ans, 10-15 ans. Il y a une liberté quand même qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert dans l'enseignement. Ça, c'est quelque chose, je pense, c'est important de le dire parce que les gens n'ont pas conscience. Et de s'autoriser surtout. Je pense à Sophie dont je te parlais aussi tout à l'heure, qui a passé donc une 30aine d'années dans l'éducation nationale et qui a fait évoluer maintenant son activité autour de la voix, de la nature.
qui est dans l'accompagnement vocal, etc., et qui, elle, enseignait à ses élèves en chantant. Mmh. Et elle, ça lui paraissait tout à fait naturel de le faire. Oui. Presque, elle se posait pas de questions, Mmh. mais c'était sa méthodologie. Elle a vu aussi les effets Oui. bénéfiques Oui. que de trouver une autre stratégie pour les aider à apprendre. Ce que je me dis au quotidien, mais ça fait pas si longtemps que je me le dis, je pense justement depuis que j'ai commencé le yoga, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Qu'est-ce qui vibre là avec eux pour qu'on passe un bon moment? Et ce qui compte, c'est que quand le cours, se termine, ils disent: «Ah, déjà», peu importe ce qu'on ait fait, mais ils ont tellement été impliqués, je veux qu'ils soient là et qu'on soit en présence tous des uns des autres et peu importe, je dirais que la matière, c'est un prétexte. Pourtant, c'est uniquement ce qu'on nous a enseigné, hein. Notre formation, c'est notre matière, donc c'est tout le contraire. Et la matière, c'est un prétexte à réfléchir, à être ensemble, à vivre ensemble. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la petite Émilie aujourd'hui? D'oser prendre sa place. Vas-y, tu peux le faire, tu as le droit. Mmh, je t'autorise et c'est normal d'avoir peur, mais laisse pas ta place. Laisse pas ta voix aux autres, laisse pas ta place aux autres. C'est pas écraser les autres que de se dire, «Je prends ma place» et ce juste milieu, entre entre les 2. Est-ce que tu as d'autres projets? Avec l'association, là, on a été au Népal, on a aidé une école, on a amené du matériel, on a amené des fournitures qu'on a achetées sur place, bon il y a ce projet en cours où on voudrait aider l'école à financer ses travaux parce qu'ils sont vraiment dans un état de précarité matérielle et c'est, autant voilà, ils ont ce qui est incroyable quand on voyage là-bas, c'est cette richesse, de cœur et cette dévotion, ce service, et pourtant ils n'ont pas cette, sécurité matérielle, tout est ouvert aux 4 vents, il y a l'eau qui rentre, voilà. Donc il y a ce projet, je fais des méditations, des massages sonores et donc je dédie, une partie des bénéfices à cette cause. Ça, c'est un projet qui est en cours. Après, je sais pas trop, je suis un peu le courant des envies. Il y a des choses qui se sont arrêtées, j'avais des envies d'écriture, donc j'y vais, je laisse, je reviens, ça dépend. Bon, il y a des choses qui seront peut-être, qui resteront toujours dans l'ordinateur. Et puis voilà, peut-être ce projet autour des méditations, transmettre des méditations de manière audio pour peut-être toucher un plus grand nombre. Et après, je sais pas, peut-être, par rapport à cette invitation de réfléchir à ces ponts entre l'école et le yoga, ça fait longtemps que 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 j'en ai envie. Je sais pas trop comment. Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est de l'écriture? J'ai une amie aussi qui travaille à Stella Maris, qui est sophrologue et enfin qui s'est formée, qui était institutrice et qui fait aussi comme moi, temps partiel et sophrologie. Voilà, peut-être créer aussi des ponts avec elle, co-créer, des espaces un peu différents. Donc tu parlais de ton association Le Souffle Océanique. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette association? Donc c'est cette association par laquelle tu dispenses tes cours? Oui. Mais pas seulement, alors je comprends. Non, il y a plusieurs choses et puis voilà, comme je suis un peu dans cette, démarche cette curiosité d'ouvrir, il y a eu beaucoup de choses qui ont été proposées depuis le début. Je sais pas si je garderai tout parce que voilà, je pense que petit à petit, il y a des branches qui tombent et qui ne sont plus, d'actualité, mais et d'autres qui s'épanouissent. Donc le yoga, ça c'est sûr, c'est la base, mais la méditation, et puis, voilà, il y a eu des cercles de parole. J'aimerais peut-être aussi, aller, dans ce sens-là, des cercles mixtes, davantage, voilà, cet équilibre aussi entre la voix du féminin et du masculin. Et je me suis formée, il y a pas très, très longtemps aux cérémonies laïques. Alors j'avais pu accompagner comme ça un mariage, avec, une construction de toute la cérémonie, autour de la conscience voilà, de ce qu'est des gestes, d'adapter la cérémonie à la famille, à sa morphologie et puis voilà, tout ce qui est, cérémonie, rituel, de passage, c'est quelque chose
qui m'a appelée. Je sais pas si ça s'est pas concrétisé. Donc voilà, maintenant je me dis, je force plus quand peut-être ça se représentera plus tard. Peut-être que en ce moment aussi, j'ai beaucoup à faire, à donner à ma famille, et peut-être qu'après, j'aurai davantage de temps et je pourrai plus exploiter ça. Mmh. Tu m'as dit aussi, oui, effectivement, ton intérêt pour tout ce qui était audio, d'où aussi ta validation pour Oui, participer aujourd'hui, c'était de prendre la parole à mon micro aussi, parce que tu étais aussi attirée par oui, l'exercice du podcast. oui. Bah, j'adore les écouter déjà. C'est Ouais. quelque chose, je pense que je me nourris beaucoup, beaucoup de podcasts. J'aime beaucoup ce format audio. J'aime beaucoup, oui, tout le travail autour de la voix. Ça permet de se libérer, de faire des choses manuelles et puis par ailleurs. C'est des opportunités de rencontrer différentes personnes, voilà, d'avoir accès à une intimité. J'aime bien cette proximité qu'on a avec la voix. Ça m'attire beaucoup. Et pourquoi pas, c'est vrai que c'est quelque chose, vraiment, je pense à ça. On va revoir là aussi. Plein d'idées. Ouais. Et pourquoi toi, tu as accepté justement aussi d'y participer? Parce que d'animer un podcast, c'est pas la même Oui, chose oui. que de prendre la parole Beh, sur un podcast et de se raconter. oui, c'est difficile, mais déjà, je me disais une première approche. Je me rends compte que c'est simple, il faut pas grand-chose. Et encore, tu vois, hier, Ouais. petite parenthèse, c'était les portes ouvertes de la ferme où je travaille en ce Oui. moment. J'ai une collègue qui était journaliste, qui est dans la rédaction, et cetera. Donc il y a cette fibre journalistique et qui avait envie de faire un retour aussi de cette journée. Donc pas forcément une caméra, pas forcément un micro comme on en a aujourd'hui. Bon, elle a pris son téléphone. Moi, je lui ai prêté les premiers microphones que j'ai utilisés pour mes premiers enregistrements. Parce que je disais: «Mais moi, tu sais, au départ, mes podcasts, les tout premiers, c'était des micro-cravates, enfin, c'était branché sur mon téléphone et j'ai démarré comme ça». Et donc hier, elle voulait filmer, donc avec son téléphone, elle a filmé, micro-cravate et voilà, donc elle a démarré avec Mmh. pas grand-chose. On s'est débrouillés ensemble pour qu'elle ait ce qu'il faut pour se lancer et voilà. Là, le matériel que j'ai moi, par exemple, il est un tout petit peu plus évolué, mais tu peux démarrer avec pas grand-chose et parfois on a le frein de se dire: «Ah mais c'est pas assez qualitatif, il me faut ce super micro, ce super logiciel, ce super téléphone» ou non, en fait, on peut Mais se en plus, lancer. je l'ai le matériel. Je n'ai aucune excuse. Bah alors! Si ce n'est voilà, c'est la peur de se lancer en fait, et puis, non, trouver quand même, l'idée qui permet de nourrir, régulièrement. Mmh. J'ai cette crainte de pas arriver à nourrir régulièrement. Ça demande, comme, de Mmh. l'engagement, mais Oui, comme tu animes aussi tes cours de yoga toutes les semaines, c'est de oui, la même manière. oui. C'est d'arriver Mmh. à durer Ouais. C'est pour ça, je dans le pense que c'est temps. aussi Ouais. peut-être pas le moment, Mmh. adéquat. Mais là, ça va peut-être être l'été, ça va peut-être me permettre aussi d'avoir un peu plus de temps, et pourquoi pas? De faire des tests. Voilà, d'y prendre goût. Mais j'aimerais le faire avec d'autres personnes. J'aimerais, voilà, créer, aussi, du lien. Écris un podcast avec tes élèves à l'école. Bah, j'y avais pensé, mais j'aime beaucoup l'idée. Après, il y a l'histoire des autorisations. Alors, c'est ça un peu qui m'a freinée, mais c'est quelque chose, oui, auquel j'avais pensé. Ouais. Les faire parler. Des fois, j'ai enregistré, des choses pour, voir, tiens, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que ça peut être, exploitable? Parce que tu disais tout à l'heure que tu réalises des capsules dans le Oui, cadre de Radio Mytho, donc tu as déjà mais ça reste entre nous. en interne. Oui, Ça peut être en interne pour démarrer. Combien vous êtes, au collège? on est 500. Tu te rends compte? Tu as déjà une audience de 500 personnes. Oui. Comment est-ce qu'on peut te trouver sur, la toile? Où est-ce qu'on te trouve? Comment on peut communiquer avec toi? Alors, on me trouve, sur Facebook et Instagram, sur Le Souffle Océanique. Voilà. Je n'ai pas encore de site, et YouTube aussi, voilà, tu le disais, Mmh. et Le Souffle Océanique, Et toujours. pourquoi le souffle océanique? Alors, ben, déjà, c'est un petit clin d'œil parce que la respiration océanique, c'est un type de respiration yogique, la respiration Ujjayi, où on serre un petit peu la gorge et on a ce son un peu, de on a l'impression d'entendre le souffle des vagues de gorge. Donc voilà, il y avait ce clin d'œil, mais en réalité, c'est pas ça du tout qui m'intéressait. C'était le rapport à l'océan. Si je suis venue ici,
J'ai toujours voulu vivre dans les Landes, mais sur la côte, près de l'océan. Je venais quand j'étais petite, avec mes parents. On était, tous les week-ends sur la côte. Mon père avait un bateau, donc l'océan, c'est quelque chose qui a, bercé vraiment toute mon enfance et je pense, en fait, même si je détestais aussi le bateau, j'étais malade et j'ai eu, l'océan qui m'a portée, qui a fait partie intégrante de moi. Puis j'étais fille unique, donc passer des heures sur ce bateau à ne rien faire, parfois en étant malade, et au bout d'un moment, l'impression de devenir l'océan, de n'être plus qu'un. Et c'est vrai que c'est avec le recul, je me dis, enfin, c'est extraordinaire d'avoir pu vivre cette expérience-là, même si elle a été extrêmement douloureuse. Vécu aussi des tempêtes sur l'océan, enfin voilà, l'océan déchaîné, savoir ce que c'est, le vent, les éléments, ce lien avec la puissance de la nature et qu'on va chercher des ressources aussi, qu'on ne pourrait pas imaginer avoir, parce que là, on n'a pas le choix, c'est une question de vie ou de mort. Eh bien, il faut y aller. Ça, je pense, c'était fondateur dans ma psyché et voilà, le souffle océanique, cette respiration, la nécessité de respirer. J'ai une tendance asthmatique, donc c'est le souffle, c'est quelque chose que je connais. J'ai manqué d'air. Voilà, c'est quelque chose qui est relié dans mon enfance, des points douloureux et à la fois très forts et se laisser inspirer, c'est quelque chose qui, dans ce yoga, le regard intérieur et se laisser inspirer. J'ai adoré quand les premiers mots dans ce yoga, ça a été savourer le souffle, savourer l'ambiance, ce souffle au bord des narines et voilà, c'est ce souffle marin, c'est cette brise, c'est ce mouvement du flux et du reflux de la vague avec le regard intérieur qui monte et qui descend. Enfin, c'était une évidence, mais je pense qu'il faut être voilà dedans pour le comprendre. Mais voilà, le souffle et l'océan, c'est pareil. Pour moi, c'est la même chose. J'interviewe les acteurs du Nouveau Monde sur ce podcast. Émilie, c'est quoi pour toi le Nouveau Monde? Pour moi, ce serait un peu la grande illusion, mais je sais pas si, dans ma vision, voilà, tout est cyclique et tout revient. Enfin, il y a ni ancien ni nouveau, c'est une continuité. C'est voilà, le yin, le yang, avec ce point de yang dans le yin qui va petit à petit grandir. Il faut imaginer ce symbole en mouvement et qui va prendre la place et en fait, rien de nouveau sous le soleil, rien de secret, tout se transforme et on prend de l'ancien pour faire du neuf et il y a des crises qui sont des opportunités de passer à autre chose, mais c'est cyclique et circulaire. Alors, il y a, peut-être des sensibilités. Ce nouveau monde, il est peut-être plus sensible à la nature, et encore, l'ancien l'était aussi. Enfin, voilà, on revient peut-être à une origine. Dans le yoga, on dit que c'est Kali Yuga, l'ère de Kali, la destructrice, et qu'on est dans la fin d'un cycle pour redonner naissance à un nouveau. Donc, le nouveau monde, j'ai du mal à me le représenter, mais j'ai l'espoir, voilà, d'y semer des choses en fait dans l'instant là, dans le présent. C'est le présent. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Il est maintenant le nouveau monde et c'est l'instant présent. C'est pas comme un paradis. J'irai au paradis plus tard, quoi. C'est qu'est-ce que je fais là, tout de suite. Et toi là, qu'est-ce que tu fais là maintenant pour y contribuer? Alors tu sèmes des graines? Oui, voilà, je sème des graines. Je me dis ça poussera même dans les interstices, comme dans le goudron là. Quand des fois il y a des fleurs qui poussent dans tout ce béton, on va peut-être pouvoir voir émerger la nature. J'essaye d'inviter à changer ce regard, comme dans ces postures d'inversion, à changer sa vision. C'est une invitation, c'est pas radical, c'est des petites choses et voilà, c'est pas grand-chose, mais à mon échelle de petit colibri, j'essaye de faire ma part, mais c'est vrai que des fois, j'ai cette culpabilité de me dire: «Oh, mais c'est pas assez, mais il y en a, ils font tellement plus, il y en a, ils militent, il y en a, ils agissent». Vraiment, mais moi, je suis pas ça, en fait, j'ai pas cette énergie de militante. Heu, j'ai plus, ce serait plus à travers l'art. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est très profond en moi. Souvent, je me dis: «Non, mais si tu meurs, si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu veux avoir fait quoi? Tu veux» et je pense qu'est-ce qui est indispensable, en fait? Je crois qu'à chaque fois, c'est
l'art qui revient. Il y a quelque chose de moi que je veux exprimer à travers l'art. Donc j'y suis pas encore, mais Mmh. c'est Et en même temps, de sortir de sa classe, envoyer tes élèves en concours de lecture, gagner la finale, est-ce que tout ça, c'est pas des actes aussi militants quelque part, de faire entendre leur voix, de les aider à prendre leur place? si, mais pas militant au sens, voilà, il y a pas cette, je vais pas aller, m'attacher à des centrales nucléaires, quoi. Non, c'est, Il faut de tout pour faire un monde. Il y ouais, a ceux qui sont oui, capables de pouvoir le je suis faire parce qu'ils ont cette énergie-là et toi, tu es dans une autre oui, je approche. suis plus pacifiste. J'ai Oui. besoin de je peux pas me sentir dans ce danger de je perds mes moyens, en fait. Mmh. Donc ce sera plus à travers la paix et voilà, cette paix que j'essaye de créer en moi, de favoriser pour la transmettre. On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Je pense que je vois pas. Est-ce que ouais. Non, non, je réfléchis, mais je ne vois pas, Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine sur le portrait chinois? Est-ce qu'il y avait un message que tu voulais, nous délivrer, aujourd'hui? ouais, je crois que le message, c'est qu'on est, on est capable mais je pense que je l'ai dit, hein, de trouver des espaces et de se responsabiliser parce que longtemps, je me plaignais, hein, quand même de ce vécu, j'étais en colère, en fait. J'étais très en colère contre le système, j'étais en colère contre l'autorité et en réalité, bon, c'est important de vivre la colère, hein, mais au bout d'un moment, c'est important aussi, qu'elle ne nous consume pas et il y a beaucoup de gens en colère et c'est important de voir comment quel pas on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, parce qu'on peut toujours mettre en place quelque chose. C'est pas la faute des autres, en fait. Les choses, elles sont telles qu'elles sont et on peut toujours mettre en place quelque chose. Il y a pas, le monde d'avant, c'était mieux, le monde plus tard, ce sera, pire ou meilleur. Enfin, c'est qu'est-ce que je mets là, maintenant, en place, dans quel est l'interstice où je peux agir pour, voilà, faire ce que j'ai à faire. Si je suis pas content, OK, je le Mmh. fais. J'essaye de changer ça. On termine sur le portrait chinois. Oui. Tu te rappelles ou peut-être est-ce que des fois tu te prêtes au jeu avec tes élèves si Alors oui, on tu le étais fait, le ouais, portrait chinois, le questionnaire de Proust, c'est des choses qu'on faisait beaucoup en 3e pour l'autobiographie, oui. ouais. Ouais. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? C'est difficile parce qu'en fait, moi ce que j'aime c'est, être, voilà, à l'écoute. J'ai envie de quoi là? Et j'ouvre le frigo ou je fais mon marché mais en général, voilà, j'ouvre mon frigo, il y a quoi? Ah, j'ai envie de faire ça et c'est un peu une création donc ce serait le plat du jour, façon Émilie, en fonction des envies et de la température, la météo et la faim ou pas la faim et voilà, les envies. Le plat du jour selon mon envie. Mmh. Si tu étais un livre? Mmh. J'adore ce livre en fait, ça a été fondateur et c'est, Femme qui court avec les loups de c'est marrant, on a commencé avec cette petite histoire du loup Oui. improvisée pour tester les micros en off. Mais voilà, c'est vrai que Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, c'est un livre que je lis, que je relis. C'est le livre de chevet, quoi. C'est un peu ma bible, les contes, l'interprétation des contes, liés au féminin, à la psyché féminine. Bon, tout ce qui est autour de la psyché du conte. J'aime aussi beaucoup le travail de Marie-Louise Onfrance, disciple de Jung, sur ce travail aussi des archétypes dans les contes. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ça. Mmh. Si tu étais un dicton? Je sais pas, il y en a plusieurs en fait. J'ai le droit d'en dire plusieurs. Oui, oui, oui. Alors, carpe diem, mais j'ai du mal à choisir. Carpe diem, cueille le jour, ou bien, aide-toi et le ciel t'aidera. Commencer par soi-même et puis, ouais, voilà, peut-être ah oui, si, dans le yoga de l'énergie, on dit: «Là où la pensée va, l'énergie va». Ça, c'est vraiment la phrase du yoga de l'énergie, bon après de beaucoup de, Mmh. enfin en Asie, voilà, hein, c'est une pensée, universelle. Mais, voilà, là où la pensée va, l'énergie va, ça aussi pour dire qu'il faut diriger
notre attention. Peut-être, voilà, ce que j'ai pas dit, c'est que le yoga de l'énergie, progressivement, on a une perméabilité à des états il y a une sensibilité à l'énergie pour la rediriger. Donc, cette façon de pouvoir diriger notre énergie en fonction de ce que l'on souhaite voir émerger. Si tu étais un film, Et c'est marrant, c'est l'image qui me vient, c'est le cercle des poètes disparus. Et, et voilà, pour quelqu'un qui voulait pas être prof, c'est, c'est quand même, il y a beaucoup de paradoxes là-dedans. On va accepter. Mais oui, c'est ça, dans cette façon de transformer son regard, de libérer aussi de se libérer des carcans de l'élitisme, parce que ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. Et quel est le niveau? Et est-ce que le niveau a baissé? Est-ce que mon enfant, il est où? Il se situe où dans la fourchette? Mais en fait, je m'en fous. C'est pas du tout ce que je recherche. Et c'est autre chose. Enfin, ce qui compte, c'est, voilà, comme je disais, le sens et la présence. Et si tu étais un super-héros, une super-héroïne? Mmh. Alors, c'est pas au sens des comics, mais ce serait, je trouve extraordinaire Ama et sa capacité finalement avec sa présence, avec sa vibration, son aura de dissoudre juste, voilà, par ce qu'elle est, par son accomplissement, la souffrance autour d'elle. Et ça, c'est le pouvoir ultime, je trouve. Merci Émilie de ta participation. Avec plaisir, merci à toi Katia. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc j'espère que le parcours d'Émilie vous aura inspiré. Donc n'hésitez pas à la contacter sur ses réseaux, on mettra tous les liens. À bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.